Bonjour, deuxième journée hier à Sitges, le 12 octobre, où nous avons vu un film de plus que la première journée. On a vu 4 films hier, enfin j'ai vu 4 films, David tu en as vu 3. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire brièvement de quoi on va parler aujourd'hui? Alors nous avons débuté à 8h30 qui était très tôt pour nous avec la première projection du jour qui était Magic de Sebastián Silva. Ensuite nous avons vu un des films les plus attendus du festival qui est Green Inferno d'Eli Roth. Nous avons continué avec le Drug War de Jonito et Thomas, tu as fini avec... J'ai terminé très tard hier soir avec la nouvelle folie de Sonotion, Why Don't You Play in Hell, que j'ai vu tout seul avec Loïc. Hein, t'es allé te coucher toi? Oui, j'ai préféré aller me coucher. Voilà, alors vous avez vu, on a changé de paysage aujourd'hui, c'est un peu venteux, on espère que ça ne posera pas trop de problèmes pour le son. En arrière-plan, vous avez la superbe plage de nudistes de Sitges. Donc si vous voulez regarder la vidéo en Full HD, mettez en plein écran, peut-être que vous allez apercevoir des jolies silhouettes. Donc, premier film dont on va parler aujourd'hui, Magic qui a été présenté à Sundance et à Cannes, qui avait plutôt ravi la critique dans ces deux festivals. L'histoire de Magic, donc avec Juno Temple, l'actrice qu'on avait déjà vue dans Killer Joe, dans le film de Greg Araki, Kaboom, ou aussi même un tout petit rôle dans le dernier Batman de Nolan, si je ne me trompe pas. Donc la jeune actrice américaine Juno Temple qui joue une américaine qui va en vacances, qui accompagne une amie en vacances au Chili et qui est entourée de gens qu'elle ne connaît pas. Son ami va lui faire faux bond finalement, il va la laisser avec des inconnus, avec des étrangers, des personnes qui lui sont complètement étrangères. Donc elle va se retrouver entourée d'étrangers qui parlent une langue qu'elle ne maîtrise pas. Et voilà, le film joue avec le bizarre, avec l'étrangeté. Et cette jeune fille, Juno Temple, va commencer à développer une certaine psychose. Voilà, elle développe une certaine psychose exactement par rapport à ces personnes qui l'entourent. C'est un peu un trip paranoïaque, le film. Donc qu'est-ce que tu en as pensé, David? Alors j'ai beaucoup aimé, on a bien démarré cette journée, donc j'ai trouvé que c'était une très belle allégorie sur du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il est très très bien joué et j'aime beaucoup l'ambiance, le développement de la psychose du personnage principal. Je trouve que ça se rapproche beaucoup du cinéma de Roman Polanski. Sa psychose est développée très finement, il y a plusieurs étapes. Au niveau visuel aussi, j'ai trouvé très intéressant. C'est pas de la mise en scène qui tape à l'œil, c'est bien posé, je trouve. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Thomas. J'ai aussi trouvé le film très joli, ça fait assez produit indépendant, ça fait très film indé, typique Sundance. On sent que le film a été presque prévu pour passer à Sundance, mais c'est très joli, c'est très très bien interprété, comme tu l'as dit. Juno Temple est vraiment remarquable, c'est son premier grand rôle, son premier rôle principal au cinéma, et elle prouve vraiment tout son talent. Par contre, moi j'ai quelques bémols au niveau de Serra. Je trouve que c'est par moments beaucoup trop loufoque. Son interprétation m'a dérangé à quelques moments, mais dans l'ensemble je trouve que c'est un excellent film. Par contre, moi j'ai aussi quelques bémols par rapport à la fin. Je trouve que j'ai l'impression que le réalisateur ne sait plus vraiment comment terminer son film et puis qui sert quelque chose au spectateur sans avoir vraiment un point de vue précis de où il veut aboutir. Mais je trouve que c'est une très belle réflexion sur l'étrangeté, sur l'adolescence et le passage à l'âge adulte. Moi, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touché, notamment par la justesse du jeu de Juno Temple, qui est vraiment excellente. Mais moi je trouve que c'est très juste sur le mal-être adolescent. Ça se trouve avec les autres personnages, comme elle n'est pas à l'aise, et puis c'est chaque fois une hantise qu'elle développe par rapport à chacun. En fait, par rapport à ses 3 compagnons, c'est chaque fois une hantise bien différente. Au niveau de Serra, elle a peur par rapport aux relations sexuelles. Le personnage féminin lui fait très peur au niveau de l'autorité. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Magic, c'est une belle surprise pour moi. Belle surprise partagée. Très belle découverte. Voilà, et on passe donc à Green Inferno, le nouveau film de Eli Roth. Green Inferno, ça raconte l'histoire d'activistes politiques, de jeunes étudiants qui veulent faire une action sur le mode des actions de Greenpeace, c'est-à-dire qu'ils vont dans la forêt amazonienne et ils s'enchaînent sur des ratraques, des pelleteuses pour empêcher une entreprise de déforester une partie de la forêt amazonienne. Et après leur intervention, après leur action, ils se retrouvent capturés par une tribu cannibale et
tout le film en fait repose sur ce renversement où ces jeunes activistes un peu flemmards qui défendent une cause sans vraiment la connaître, c'est vraiment des étudiants humanitaires à la petite semaine, ils se retrouvent en fait agressés par les personnes qu'ils voulaient défendre. Ouais, tout à fait. Sur cette idée, Eli Roth et son équipe ont voulu en fait proposer une réflexion politique, ethnologique, anthropologique sur le choc des civilisations. C'est ce qu'ils revendiquent haut et fort. En conférence de presse, c'est ce qu'ils revendiquent effectivement. Notre film parle de ça. C'est une profonde réflexion sur ce sujet-là. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut dire finalement que Eli Roth devient un cinéaste politique avec Green Inferno, David? Alors non, malheureusement pas. Donc la principale qualité de Green Inferno est que c'est un film tellement crétin qu'il en devient très drôle dans sa première partie. Malheureusement, on n'a pas trouvé ça drôle tout le long du film. Le générique est vraiment annonciateur de ce que va être Green Inferno, c'est-à-dire vraiment très médiocre. Et, au niveau visuel, c'est un film que je trouve assez moche. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas grand chose à sauver dedans. Au niveau des jeux des acteurs, c'est aussi très limité. D'ailleurs, le film commence pour moi simplement comme une sitcom de MTV où l'actrice principale ne joue vraiment pas juste à plusieurs reprises et ça s'apparente vraiment à ces sitcoms américaines. Je sais pas, t'es d'accord avec moi, Thomas? Non, le jeu des acteurs est assez affligeant. Ils prennent des pauses. Et même au niveau de l'image est très colorée, les couleurs sont saturées, sont très flashy, ça donne un côté très télévisuel au film. Et surtout que la plupart des personnages sont vraiment des personnages stéréotypés, mais à souhait. Et quand ça devrait vraiment verser dans le côté subversif, dans le côté gore, il y a une grosse scène gore avec quand même quelques défauts de maquillage. Et ensuite, c'est juste du n'importe quoi. Il y a donc des gags qui sont parsemés tout au long de Green Inferno, mais c'est tellement crétin. Donc il y a un gag pendant 2 minutes où une jeune femme a une diarrhée. On s'attarde là-dessus. En fait, moi je l'ai vu venir et je me suis dit non, c'est pas possible parce qu'ils sont enfermés dans une cage et une des captives dit oh, je suis malade, elle se tient l'estomac. Et je me suis dit, bon, ça va être autre chose. Il joue sur l'attente du spectateur et finalement, tout le monde pense qu'elle va avoir une diarrhée monumentale, mais ça va pas être ça. Eh bien si, on a droit à une chiasse de 30 secondes, face caméra, avec un travail sur le son, c'est peut-être le meilleur effet sonore du film. Exactement, mais voilà, c'est pour vous montrer la bêtise du film. Moi, ce qui me dérange, c'est que j'avais vu une certaine évolution dans le cinéma d'Eli Roth entre le premier Hostel, où le début est vraiment adolescent et après ça part vraiment dans du gore gratuit. Dans le deuxième, c'est beaucoup plus travaillé au niveau des personnages. On voit l'oppresseur et l'oppressé. Il y a un très bel hommage au cinéma bis italien. Il avait quelque chose de cinématographique et je m'attendais un peu que Green Inferno aille dans ce sens. Malheureusement, c'est absolument pas le cas. Il faut savoir qu'Eli Roth se compare à Tarantino et dit genre j'ai voulu faire par rapport au film de Cannibal et notamment à Cannibal Holocaust, j'ai voulu faire par rapport à ça ce que Tarantino a fait avec Kill Bill, avec Django, avec Reservoir Dogs, par rapport aux influences qu'il a eues. Donc ça vous donner l'écart de talent, le fossé qui les sépare, parce que on ne peut pas parler d'hommage. Bref, si vous aimez les films de cannibales, regardez plutôt Cannibal Holocaust et n'allez surtout pas voir Green Inferno. Ensuite, on a donc vu le tant attendu Drug War du hongkongais Johnny To, dont on avait déjà découvert un film de cette année au NIF. On avait vu Blind Detective, que j'avais beaucoup aimé malgré les mauvais échos cannois. D'ailleurs, je suis très content parce que Loïc Valcheschini a découvert Blind Detective ici à Sitges et il l'a plutôt aimé. Je vous laisse découvrir sa réaction en images que voici. Regardez Loïc qui sort. Alors les images ont été filmées à son insu, hein, donc c'est une caméra cachée qui filme Loïc Valcheschini. Regardez-le, les gestes parlent d'eux-mêmes. Voilà, donc
Loïc a bien aimé Blind Detective, ce qui m'a fait plaisir. Toi, David, tu avais quelques réserves sur ce film de Johnny To parce que, à nouveau, l'humour hongkongais. C'est surtout j'aime pas trop cet humour un peu hystérique, mais. Alors, est-ce que tu as été content de retrouver un Johnny To sérieux, un Johnny To polar avec Drug War? Ah, j'ai été ravi, j'étais même comblé vu que c'est mon coup de cœur jusqu'à maintenant du festival. Donc c'est une baffe mais monumentale, le film est juste génial, on retrouve tout le talent, tout le savoir-faire de Johnny To, que ce soit au niveau thématique, que ce soit au niveau visuel, et il y a des scènes de fusillade qui sont... Enfin, tout aboutit au final qui est juste mais magistral, c'est du très très grand Johnny To, ça c'est clair. Donc en fait c'est un film qui parle du milieu de la drogue à Hong Kong, Ouais. En Chine et à la frontière hongkongaise. Et une équipe de policiers de stupes en fait se sert d'un dealer pour infiltrer la mafia hongkongaise et pour démanteler un réseau de trafiquants. Donc en fait tout le film est construit comme une bombe à retardement, c'est-à-dire que pendant les 3/4 du film, avant les dernières 20 minutes, il y a très peu d'action. C'est tendu comme un arc. Ah, ça c'est clair, ouais. On sent que ça va exploser, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare et que ça va finir, qu'il n'y a pas d'autre solution, que ça va forcément exploser. Et ça ne manque pas, les dernières 20 minutes, on va pas trop vous en dire parce qu'il faut réserver la surprise, mais c'est l'explosion qu'on attendait, une fusillade monumentale. Il y a des travelling latéraux mais qui sont juste mais géniaux. C'est vraiment, il montre tout son savoir-faire. C'était vraiment brillant. Mais moi surtout ce qui m'a frappé dans Drug War, c'est tout ce développement de ces personnages qui sont vraiment atypiques. Il refait presque la scène qu'on retrouve dans le dernier Mission Impossible. En fait, il s'échange les identités avec des trafiquants. Ils se mettent une fois à la place de l'acheteur et une fois à la place du vendeur. Donc c'est les policiers. Et là, c'est juste mais extrêmement drôle et c'est extrêmement bien joué. Et on voit ce que se permet Johnny To là. On ne retrouve ça dans aucune production américaine. On voit clairement la différence entre cette scène-là et la scène dans Mission Impossible. On est mais ultra tendu. C'est vraiment très efficace. C'est une de mes scènes préférées du film, avec la scène de fusillade à la fin. Mais c'est là qu'on voit vraiment le talent de Johnny To. C'est des scènes qu'on a déjà vues au cinéma, mais quand il les traite lui, au niveau du développement des personnages, la richesse des personnages, au niveau aussi de cet aspect comique, ils savent utiliser à certains moments, même si c'est des moments ultra tendus, et ça marche, mais c'est impressionnant. Oui, moi ce que j'ai aimé dans le film en fait c'est sa sobriété, c'est-à-dire que je m'attendais à un polar hard-boiled qui pétait à peu près tout le temps et finalement c'est très sobre, il y a très très peu de dialogue et à l'image du gag récurrent sur le rire d'un des personnages, c'est presque le seul gag du film, c'est presque le seul aspect comique du film, c'est juste un rire. Mais c'est excellent. Mais la salle était pliée à chaque fois, ça fonctionne à l'économie en fait, autant du point de vue de l'humour que du point de vue des scènes d'action, c'est la manière dont Johnny To prend par la main le spectateur et l'amène à cet aboutissement. Il y a une économie des moyens en fait, il y a une économie des moyens narratifs, et il y a une économie des moyens aussi techniques, c'est très très sobre et c'est remarquable. Mais la musique par exemple, la dernière fusillade, la scène finale, il n'y a pratiquement aucune musique, juste quelques notes de temps en temps, toujours les mêmes, qui réapparaissent dans les mêmes situations qui se répètent. C'est vraiment... C'est une nouvelle leçon de réalisation de Johnny To. C'est un polar très très tendu. Et surtout ce qui met beaucoup en avant, c'est ses acteurs. Les deux acteurs principaux ont une prestance, mais c'est hallucinant. Le personnage principal, comme disait très bien Thomas, il a une économie de moyens. Lui, c'est une économie d'expression jusqu'au moment où il va jouer le rôle de AA. Et là, il est juste mais exceptionnel. Et c'est là tout l'effet comique. Et le personnage aussi du gangster, enfin du trafiquant qui est ensuite engagé, enfin forcé de collaborer avec la police. Tout le long, il y a un dilemme moral. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il va vraiment aider la police jusqu'à la fin? Et il arrive vraiment à tenir le spectateur en tension tout le long du film jusqu'à ce final. Mais hallucinant, moi je trouve c'est vraiment, pour moi c'est un des meilleurs films qu'a fait Johnny To. Je sais pas si tu partages mon point de vue là-dessus. Moi j'aime beaucoup ces quelques derniers films là, déjà Life Without Principle que j'avais trouvé exceptionnel,
Blind Detective que je trouve très bon, et maintenant ce Drug War, je trouve que sur ces dernières années, la carrière de Johnny To est vraiment excellente. Peut-être depuis en fait les élections. Mais c'est vrai que Drug War fait partie des tout bons de Johnny To. Dans le registre sérieux en tout cas, puisque sa carrière est un peu divisée entre ses comédies et ses polars. Mais Drug War n'a rien à envier aux Diptyque Élections à mon sens. Ouais. Bref, Drug War pour moi c'était jusqu'à maintenant c'est mon gros coup de cœur du festival, ça m'a fait ma journée. C'est vraiment un très bon film de Johnny To. Donc à voir absolument. Alors si David vous dit que Drug War est son gros coup de cœur du festival, c'est pour une raison bien précise. C'est parce que David n'a pas vu Why Don't You Play in Hell, le dernier film de Son Siono, qui est tout simplement génial. J'étais sans voix à la sortie du film. C'est un film absolument fou. C'est un objet filmique indescriptible, ça frise l'OVNI. C'est un film-monde, c'est un Rubik's Cube filmique finalement. Ça parle de tellement de choses, c'est à la fois délirant, touchant, sérieux, dramatique. Il y a une mise en abîme du cinéma, même une mise en abîme d'une mise en abîme d'une mise en abîme du cinéma. C'est un projet absolument délirant, absolument cinglé. Au début on se dit ça part dans tous les sens, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle folie chaotique, punk, anarchique de Son Siono. Et plus le film avance, plus on se dit que tout a sa place en fait dans le récit. Chaque élément trouve sa place, trouve son rôle, trouve son importance dans le récit global, et c'est absolument magique. C'est un film, on pourrait comparer ça, on pense beaucoup à Tarantino pendant le film, notamment par l'utilisation des musiques de Son Siono. On retrouve du Handel, la sarabande de Handel, on retrouve du Beethoven, et il y a un culot énorme de la part de Son Siono d'utiliser ces morceaux parce que c'est des classiques de chez classiques, c'est des morceaux qu'on utilise quand on sait que notre scène est géniale en fait. Et lui il le fait pratiquement pour toutes les scènes, c'est-à-dire que toutes les scènes importantes du film sont soulignées par une musique qui est une grande musique classique qui a été utilisée dans le cinéma. Donc, de vous dire de quoi parle Why Don't You Play in Hell, ça serait bien compliqué à résumer en quelques phrases. Il y a une grande partie autobiographique certainement dans le film parce que le film met en scène un groupe de jeunes qui veulent faire des films, qui veulent faire leur chef-d'œuvre. Il y a un réalisateur en devenir hilarant dans le film. Donc voilà, il y a un groupe d'enfants qui désire tourner un film. Et le film s'ouvre sur une publicité pour dentifrice interprétée par une petite japonaise absolument craquante. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas résister à vous montrer ce clip tout de suite, vous verrez. Voilà sur quoi s'ouvre Why Don't You Play in Hell. Jugez plutôt. 全力歯ぎしりレッツゴー全力歯ぎしりレッツゴーギリギリ歯ぎしりレッツフライ歯並びガガガ歯ぎしりギギギみんなで歯を磨こうイエイ歯はチェシ Donc voilà, cette chanson, pour vous dire l'impact qu'elle a dans le film, on la retrouve, c'est un peu le fil rouge du film finalement cette chanson, c'est un peu l'arlésienne du film, on la retrouve, elle évolue, tous les personnages du film entretiennent une relation bien particulière avec cette chanson, et en sortant de la salle, les gens allumaient leur smartphone et allaient tout de suite sur YouTube pour écouter cette chanson. C'était du délire, mais c'est fou. Donc voilà, un groupe de jeunes qui veut faire un film, à côté de ça, des bandes rivales de Yakuza qui se font la guerre, et tout va être amené à se rencontrer pour une scène finale absolument dantesque. Voilà, Son Siono nous fait son Kill Bill à lui. Alors je pense que Son Siono n'a pas besoin de Tarantino pour faire un cinéma aussi délirant, mais on est obligé quand même de penser à Tarantino durant le film. Je ne sais pas quoi vous dire, les mots me manquent pour décrire le plaisir que j'ai eu. C'est un orgasme cinématographique, c'est du pur délire, c'est un film monde, c'est un film qu'on en voit très très rarement. Pour moi c'est très nettement un des meilleurs films que j'ai vu cette année et qui restera certainement un des meilleurs films de cette décennie. Je pèse mes mots, David peut tousser, mais oui, Why Don't You Play in Hell est certainement un des meilleurs films de la décennie. C'est tout simplement remarquable, c'est fou, c'est admirable, c'est touchant. Je me retrouvais dans des scènes à la fois être ému par
par la beauté de la scène, tout en étant terrorisé par les enjeux en fait que symbolisait chaque scène. C'est voilà, que dire de plus, c'est un chef-d'œuvre. Donc, comme vous avez pu le constater par notre enthousiasme, c'était la meilleure journée. Bon, c'était la deuxième, mais c'était une très bonne journée. Ouais, ça risque de rester la meilleure journée du de notre petit passage au festival. Ouais. Mais on a un bon programme pour la journée de demain, donc on vous redonne rendez-vous demain. 全力激しりレッツゴーレッツゴーギリギリ歯ぎしりレッツライ